donc, sans plus attendre, nous allons partir à la découverte des ponts de La Caille. Impeccablement alignés, les pompiers d'Annecy et de Saint-Julien s'apprêtent à rendre les honneurs. Les personnalités attendent, patiemment rassemblées, sous un pavillon néo-gothique érigé pour la circonstance. Partout, une foule immense. Soudain, des cris de joie, des acclamations, des applaudissements. Là-bas vient d'apparaître une haute silhouette bien connue de tous, le roi Charles-Albert. En ce 7 octobre 1839, le souverain découvre, émerveillé, le pont qui porte son nom. Aujourd'hui encore, les innombrables usagers de la route Annecy-Genève ont le même regard admiratif pour ce chef-d'œuvre d'élégance et de technologie. Le pont Charles-Albert, appelé plus couramment pont de la Caille, est un pont suspendu. Là où un cours d'eau est trop profondément encaissé pour permettre la construction de piles servant d'appui intermédiaire entre les deux rives, cette technique permet de traverser d'un seul jet des distances qu'aucune arche en pierre n'aurait pu franchir. La plus grande arche en maçonnerie au monde datait du XVe siècle. Construite sur l'Allier, à Vieille-Brioude, elle avait une ouverture de plus de 54 mètres. Ce pont s'écroula en 1822. Il fut reconstruit de 1824 à 1832, mais avec une ouverture réduite à 45 mètres. Quant aux premières arches métalliques, elles n'ont pas dépassé la portée initiale du pont de Vieille-Brioude. Développée par l'ingénieur français Marc Seguin, la technique des ponts suspendus allait permettre la réalisation d'ouvrages d'une portée prodigieuse. Seguin l'a mis au point en 1824 en lançant sur le Rhône la passerelle reliant Tain à Tournon. Seule cette technique pouvait autoriser le franchissement d'une gorge aussi large et profonde que celle de la Caille. Auparavant, il n'était pas même envisageable que l'on puisse un jour la traverser. Le passage des us se faisait plus en amont, là où les rives permettaient de descendre jusqu'à la rivière. Sur ce plan, le cheminement le plus ancien est figuré en jaune. C'était le plus direct, et donc celui où la pente de la chaussée était la plus forte. Il franchissait les us sur un pont de pierre construit par les Romains et plusieurs fois réparé au cours des siècles. Dans l'Antiquité, ce pont assurait le passage de la voie romaine reliant Genève à l'Italie, route qui était donc un important axe de circulation. Arrivé par le col de Colonnejoux, qu'on appelle aujourd'hui le Petit Saint-Bernard, et la Tarentaise, elle empruntait ensuite la cluse du lac d'Annecy, traversait la plaine des Fins en longeant le vicus de Boutet,
franchissait le Fier à Brogny, puis les Us entre Allonzier et Cruseille, avant de grimper au Mont-Sion pour parvenir enfin à Genève. Au Moyen Âge, cet itinéraire se déplaça plus à l'ouest. Le Mont-Cenis, que les Romains ne fréquentaient pas, ayant détrôné le petit Saint-Bernard. Vous voyez que sur cette carte des voies romaines, il n'y a pas le Mont-Cenis. La route emprunta dès lors la Maurienne et déboucha sur la Cluse de Chambéry. De là, évitant Annecy, elle coupa droit sur Genève. Voilà la route venant de Chambéry direct. Et là, vous avez la route par Annecy et ici, le passage de la Caille. Donc, elle coupa droit sur Genève en passant par Rumilly, que vous voyez dans l'angle en bas à gauche de l'image, et Clermont, qui se trouve ici, trouvant à Frangy un point de franchissement des Us particulièrement commode. Et vous voyez, si vous arrivez à lire, le nom de cette route ici, chemin de Chambéry. Hein? Cependant, comme vous l'imaginez bien, les liaisons locales entre Annecy et Genève ne disparurent pas pour autant. Cependant, leur itinéraire ayant perdu de son importance, la route se détériora peu à peu, comme put le constater en 1518 Jacques Le Sage, un marchand de Douai qui rentrait d'un pèlerinage à Jérusalem. Le 29 novembre, nous partîmes d'Annecy et trouvâmes mauvais chemin jusqu'à un gros village nommé Cruseille. À partir du XVIIIe siècle, les relations entre Annecy et Genève se développèrent. On vit s'ouvrir une ère d'activité économique d'une intensité sans précédent. Plusieurs faits expliquent cette évolution, notamment un puissant essor démographique et l'apaisement du contentieux qui avait opposé si longtemps la République de Genève calviniste au très catholique duché de Savoie. Genève devint la ville la plus riche d'Europe et la Savoie du Nord, plus que jamais, dut assurer l'essentiel de son ravitaillement. Victor Amédée III, dans un véritable projet politique et économique, fit du hameau savoyard de Carouge une ville nouvelle aux portes de Genève. Vous voyez en noir les maisons initiales de Carouge, et puis en jaune les maisons qui avaient commencé à se développer, et en rose la ville programmée par les ingénieurs sardes. Puis, en 1780, le roi créa la province de Carouge, et la même année fit construire sur les Us un nouveau pont de pierre, une centaine de mètres en amont du vieux pont romain qui avait fini par s'écrouler. Ce pont fut conçu par l'architecte Charles Gallo. Les amis du vieil Annecy siègent dans sa maison, place Sainte-Claire, et par l'ingénieur Charles-François de Buttet. Ce pont, très admiré des voyageurs, acquit la réputation d'être le plus beau pont du Genevois. Néanmoins, la descente au fond des Us, puis la remontée sur l'autre rive, était difficile et dangereuse. Les observations de M. d'Herculet en 1782 en témoignent. Nous sommes sortis de Genève et nous avons pris la route d'Annecy. On monte le mont Sion qui est fort élevé.
Le chemin est bon et la montée n'en est pas très rude. Mais ensuite, il faut passer la montée de la Caille qui est beaucoup trop raide pour les voitures chargées, surtout l'hiver. En mars 1832, la pluie occasionna un glissement de terrain qui coupa la route. Il fallut 5 jours de travail à 22 terrassiers pour parvenir à la dégager. Il y eut aussi des accidents, comme celui dont fut victime François Layat, un garçon de 20 ans qui trouva la mort dans la descente de la Caille le 25 novembre 1834 sur les 8 heures du soir, alors qu'il rentrait d'Annecy à la nuit tombée. En 1814, le passage des Us était entré dans l'histoire militaire de la Savoie. Le 24 février, un métis né à la Martinique, le général Joseph Seran, avait chassé d'Annecy les Autrichiens. Ceux-ci s'étaient repliés sur les Us. Seran les affronta de nouveau au pont de la Caille le 26 février et les rejeta sur Cruseille avant de les battre à la bataille de Saint-Julien le 1er mars. À partir de 1818, le passage des Us devint très aléatoire, car dans la nuit du 17 au 18 avril, le beau pont construit sous Victor-Amédée III s'écroula. Dans l'immédiat, on le remplaça par un pont provisoire en bois qu'il fallut refaire en 1824. Au mois d'août 1829, les poutres cédèrent au niveau de la culée de la rive gauche. Dans l'attente d'une solution définitive, on se contenta d'étayer l'ouvrage avec des poteaux en sapin. Un rafistolage qui rendait fort hasardeuses les relations entre Annecy et Genève. Alors en 1832, il fallut bien se résoudre à refaire complètement ce pont en bois. L'ingénieur Picolet en dressa les plans, mais il fallut attendre encore jusqu'en juin 1834 pour que les travaux soient réalisés par Joseph Thirion, entrepreneur de l'entretien de la route. À l'évidence, la nécessité de reconstruire un pont en pierre s'imposait, mais une idée audacieuse en faisait différer la réalisation. Lancer un pont suspendu sur la gorge des Us. Cette idée hardie et novatrice était due à la municipalité d'Annecy. Soucieuse du développement économique de la ville dans le cadre de relations privilégiées avec Genève, elle s'impatientait devant la précarité du passage des Us à la Caille. Attentive aux technologies nouvelles, elle envoya outre-Manche l'ingénieur Martinet, c'est pas lui qui a donné son nom à la salle où nous sommes, l'ingénieur Martinet étudier le pont suspendu reliant l'île d'Anglezay au pays de Galles. Inauguré en 1826 sur le détroit de Menai, ce pont d'une longueur totale de 305 mètres était composé d'arches en pierre à ses deux extrémités, et au centre d'une partie suspendue longue de 176 mètres, soit environ 20 mètres de moins que la distance qu'il fallait franchir à la Caille. Le tablier était suspendu à de puissantes chaînes en fer forgé, pesant chacune 121 tonnes. Martinet estima le modèle pertinent pour résoudre durablement le problème du franchissement des Us à la Caille.
Il fit donc un projet de pont suspendu constitué de chaînes de fer qui fut aussitôt envoyé à Turin devant le Congrès permanent des ponts et chaussées. Celui-ci l'examina attentivement le 18 août 1832, approuva l'idée, mais souhaita en comparer le prix avec le devis d'un pont en pierre et voulut avoir des plans plus détaillés. Les édiles annéciens s'empressèrent de solliciter l'appui du roi lui-même. Sire, les syndics et conseils de votre fidèle ville d'Annecy ont l'honneur d'exposer à votre majesté, avec le plus profond respect, que votre route royale d'Annecy à Genève est traversée, sire, par le torrent des Jusses, qui roule profondément encaissé entre deux chaînes de montagnes. Le pont en pierre qui joignait les deux rives s'est écroulé en 1818, 30 ans environ après sa construction. Il est remplacé par un pont provisoire en bois établi plus bas et auquel on ne peut parvenir qu'au moyen de fortes pentes et contre-pentes qui, en allongeant considérablement le trajet, rendent en cet endroit la route difficile et dangereuse par les développements et sinuosités qu'elle a nécessités. Vous voyez en haut ces virages, deux études pour faire le nouveau pont, plus en amont que le pont romain. Quand on dit on l'a construit en bas, ça veut dire en bas auprès de la rivière. Cette route, sire, qui est la plus directe entre la Suisse, Turin et le port de Gênes, vivifie vos provinces du Genevois et de la Haute-Savoie. Tout ce qui pourra donc la rendre plus facile sera pour ces provinces un véritable bienfait. Alors la province de la Haute-Savoie, à l'époque, c'est la région de Ugine, Albertville et Beaufortin. Ça a été créé à cette époque-là. Tout ce qui pourra donc la rendre plus facile sera pour ces provinces un véritable bienfait. La ville d'Annecy en particulier, qui sait apprécier l'immense avantage qu'elle en peut tirer, désire vivement et depuis longtemps voir disparaître les graves et nombreux inconvénients que présente le passage actuel des Jusses. Dans ce but, elle a fait dresser le projet d'un nouveau pont en ce lieu qui lui a paru réunir la solidité à l'économie et dont l'exécution ferait disparaître les pentes actuelles et abrégerait le trajet de la route en cet endroit d'environ 2000 mètres. Ce projet, sire, dressé avec beaucoup de soin, consiste en un pont de chaînes de fer suspendu sur le torrent entre deux rochers très élevés. Les devis et détails estimatifs joints au plan en portent la dépense à 300 000 livres. Suite à cette lettre, le gouvernement envoya le chevalier Carlo Bernardo Mosca, inspecteur du génie civil, étudier en Angleterre la nouvelle méthode adoptée par l'ingénieur Isambard Kingdom Brunel pour la construction de ponts suspendus soutenus non pas par des chaînes, mais par des câbles métalliques. Sa mission comprenait un détour par la Caille afin de pouvoir se faire une opinion précise sur la faisabilité d'un pont suspendu en ce lieu. En 1834, le roi Charles Albert en personne, qui était de passage à Annecy, donna son accord de principe pour que soit retenue la solution du pont suspendu. L'architecte annécien Jean-Louis Ruffi établit alors un projet qui proposait, comme au pont de Menai,
2 portiques de maçonnerie pour soutenir les câbles porteurs et non les tours qui seront retenues dans le projet final. La décision ferme et définitive de mettre en œuvre le pont suspendu fut prise le 1er mai 1837. Le défi était fantastique. Un pont de 194 mètres de longueur, franchissant l'abîme à 147 mètres au-dessus des us. Pour financer la construction du pont et de la route d'accès, le gouvernement Sade accorda une concession assortie d'un péage d'une durée de 66 ans, péage dont il avait fixé lui-même les tarifs. Chaque personne, 5 centimes. Pour chaque cheval, mulet ou âne chargé ou monté, y compris le conducteur ou cavalier, 25 centimes. Pour chaque cheval, mulet ou âne chargé ou monté, y compris le conducteur ou cavalier, 25 centimes. Donc ça, je vous l'ai dit, 25 centimes. Alors pour un cheval, mulet ou âne non chargé ni monté, 20 centimes. Pour chaque bœuf, vache, taureau, génisse, veau ou porc, 10 centimes. Pour chaque bélier, mouton, brebis, bouc, chèvre, petit cochon, 3 centimes. Pour toute voiture suspendue à 2 roues, char de côté et char à banc traîné par un cheval ou une autre bête de somme, voyageurs et conducteurs compris, 1 livre, 20 centimes, etc., etc. L'adjudication fut fixée au 30 juin 1837. Le projet présenté par Émile Belin, ingénieur en chef des ponts et chaussées de France, l'emporta sur celui de l'Annécien Ruffi, à la plus grande amertume de ce dernier. La société concessionnaire était composée de 3 associés. Le principal actionnaire, le chevalier Émile Bertin, était parisien. Le gérant Louis Bonardel était lyonnais. Le troisième, Antoine Blanc, était annécien. L'État avait accepté de participer à l'opération en accordant une subvention de 95 000 livres. Le montage financier fut approuvé par le roi le 10 août 1837. Émile Belin envoya ses plans de France. Il ne vint qu'1 ou 2 fois sur place et n'assista même pas à l'inauguration du pont. Le véritable père de l'ouvrage fut l'ingénieur Paul-Léon Lehêtre, comme en témoigne l'hommage que lui rendit Louis Bonardel, gérant de la Société du Pont de la Caille. Monsieur Lehêtre a dirigé ces travaux difficiles et délicats moins en disciple servile qu'en ingénieur éclairé, habile non seulement à saisir la pensée de son guide, mais encore à l'interpréter et à la compléter au besoin, ce que l'éloignement de M. Belin a dû plus d'une fois le mettre dans la nécessité de faire. Le pont fut édifié avec une rapidité étonnante. En 1 an et 4 mois, il fut achevé. Les travaux avaient débuté le 10 mars 1838. Selon la coutume, diverses pièces d'or et d'argent furent noyées dans la maçonnerie lors de la pose de la première pierre. Avant l'arrivée de l'hiver, les 4 tours étaient terminées et les câbles porteurs mis en place. Au total, 24 câbles réunis en 3 groupes de 4 sur chaque côté du pont. Chacun des câbles était constitué de 134 fils de fer parallèles ligaturés ensemble tous les 20 cm. Au sommet des tours, ils reposaient sur des rouleaux. Sur les 2 rives, ils s'accrochaient à d'autres câbles qui descendaient s'amarrer sous terre dans des chambres d'ancrage.
Puis on fixa au câble porteur 266 câbles de suspente, 133 de chaque côté, pour supporter les poutrelles, à l'époque en bois de mélèze, sur lesquelles reposait la chaussée, faite d'un platelage en bois de peuplier. Le 1er juillet 1839, le pont était terminé. Restait à éprouver la solidité de l'ouvrage. Cela se fit le 9 juillet, sous le contrôle du chevalier François Justin, ingénieur du génie civil pour la province du Genevois et futur architecte de l'hôtel de ville et de l'église Notre-Dame de Liège à Annecy. Le tablier pesait 166 tonnes 780. On y apporta 219 tonnes de gravier et de terre, ce qui donna un poids total de 385 tonnes 780, soit une tension de 18 kg au millimètre carré pour les câbles et de 6 kg au millimètre carré pour les suspentes. Un orage survenu pendant cette opération gorgea d'eau la terre de surcharge, ce qui en accrut encore le poids. Mais le pont ne broncha pas et Justin put l'ouvrir à la circulation. Pour marquer l'heureuse conclusion du chantier, on prit une initiative qui fut alors une nouveauté en Savoie et qu'on se sentit obligé de justifier immédiatement à Turin auprès de la pointilleuse administration sarde. Selon l'usage généralement suivi en France, l'intendant du Genevois a autorisé le concessionnaire à accorder un rafraîchissement aux ouvriers, d'autant que ceux-ci étaient pour la plupart français. C'est le 11 juillet 1839 qu'eut lieu l'inauguration sous la présidence de son Excellence le comte Vittorio Casazza di Valmonte, gouverneur général du duché de Savoie, représentant Sa Majesté le roi de Sardaigne. Il était entouré de l'intendant du Genevois, Gianfrancesco Lencisa, de l'ingénieur en chef du génie civil de l'arrondissement, Lorenzo Musso, et de l'ingénieur de la province, François Justin. On notait aussi la présence du comte Paul-François de Sales, ministre d'État, ancien ambassadeur de Sardaigne à Berlin, à Saint-Pétersbourg et à Paris, du comte de Menton, du nouveau syndic d'Annecy, Pierre Chaumontel, et de l'évêque, monseigneur Pierre-Joseph Ray, ami personnel du roi et qui avait toujours été auprès de lui le plus ardent défenseur du projet. Entre 10 et 12 000 personnes avaient envahi les abords du pont. Dans le fracas des détonations qui retentissaient au sommet des tours, aux accents de la musique de la garnison d'Annecy, 2 compagnies de chasseurs, ainsi que les pompiers de Saint-Julien et d'Annecy, rendaient les honneurs. L'évêque procéda à la bénédiction de l'ouvrage, puis célébra une messe d'action de grâce sur un autel dressé au milieu du pont. Dans son allocution, Louis Bonnardel souligna la profonde modernisation que vivait alors la Savoie et dont cette réalisation exceptionnelle était le symbole. Voilà le discours de M. Bonnardel. 2 très importantes améliorations s'exécutent dans la route de la Maurienne. Un pont va être jeté bientôt à Albertville. La côte du Gine va s'abaisser. La route d'Annecy à Genève va se rectifier. Ailleurs, l'Isère s'endigue. Un chemin de fer s'exécute. Des bateaux à vapeur
remonte le Rhône et sillonne le lac du Bourget. La capitale du duché s'éclaire au gaz. La Savoie entrait de plain-pied dans la modernité de l'ère industrielle. Pourtant, la foi de la monarchie sarde dans le progrès scientifique et technique n'empêchait pas un regard nostalgique vers le passé. C'est tout l'engouement du romantisme pour le Moyen Âge qui s'exprime dans les créneaux décorant les tours, comme dans la restauration d'Hautecombe, une décennie plus tôt. Reflet de l'idéologie du buon governo, rêvant d'effacer les acquis politiques et sociaux de la Révolution française pour revenir à une chrétienté médiévale idéalisée. La mise en service du pont Charles-Albert fit péricliter la route de Genève par Rumilly. En revanche, le trajet Annecy-Genève, qui durait 7 heures jusqu'alors, se trouva réduit de 45 minutes. L'entreprise annécienne Sautier-Thirion put même organiser des services rapides de diligence reliant les deux villes en 5 heures. Diligence en service direct et journalier entre Chambéry et Genève par Aix-les-Bains, Annecy et le pont d'Acaille. Départ de Chambéry pour Annecy à 5 heures du soir, arrivée à Annecy à 10 heures du soir, départ d'Annecy pour Genève à 11 heures du soir. Alors vous avez 1 heure de battement là. Ça se passait à l'hôtel d'Angleterre qui a été construit pour ça. Les gens prenaient leur dîner à l'hôtel d'Angleterre et on changeait les chevaux. Et à 11 heures, donc, on repartait, arrivé à Genève de 4 à 5 heures du matin. Départ de Genève pour Annecy à 4 heures du soir, arrivé à Annecy à 9 heures du soir, départ d'Annecy pour Genève à 10 heures du soir. Donc vous voyez, les deux services à l'hôtel d'Angleterre qui se suivaient pour les voyageurs dans un sens, les voyageurs dans l'autre. Départ d'Annecy pour Chambéry à 10 heures du soir, arrivé à Chambéry à 4 heures du matin. On n'a plus la notion aujourd'hui de ce que pouvaient être les déplacements autrefois. Le pont d'Acaille a favorisé la naissance du tourisme dans la région en mettant le lac d'Annecy à la portée des premiers Anglais qui commençaient à fréquenter Genève et des Genevois eux-mêmes naturellement. En outre, il a toujours été en soi une attraction très courue. Enfin, il a lancé l'établissement thermal de la Caille. Ces sources ferrugineuses et sulfureuses étaient déjà connues des Romains qui avaient construit un établissement de bain au fond de la gorge. Au XVe siècle, le duc de Savoie en donna la concession à un pâtissier de Genève, Jean Brulquin. Plusieurs savants s'y intéressèrent à la fin du XVIIIe siècle, mais la difficulté de l'accès ne permettait guère leur exploitation. L'ouverture du pont, le pont de la Caille suspendu, le pont Charles-Albert, incita le chanoine Creuset-Mouchet, natif d'Annecy-le-Vieux, à construire un véritable établissement thermal pouvant accueillir une centaine de curistes et à établir une route permettant aux véhicules de descendre jusqu'au fond de la gorge. Plus tard, on aménagea une piscine, puis de nouvelles installations qui furent emportées par une crue en 1888. Les thermes de la Caille furent même dotés d'un casino en 1890. Aux abords du pont, côté Cruseille, on construisit un hôtel qui reçut tout naturellement le nom d'hôtel Charles-Albert. La réalisation du pont Charles-Albert était donc une réussite totale. L'enthousiasme était général et, selon la mode de l'époque, chacun voulut le célébrer en versifiant. Quel habitant de l'air, quel démon, quelle fée a suspendu si haut
ce magnifique trophée, s'exclamait le poète Véra. Tandis que le sénateur-juge, préfet du tribunal d'Annecy, écrivait « Triomphe, ô ma Savoie, il est là, sur l'abîme, ce pont qui court léger de la cime à la cime. » La seule note discordante fut le péage, qui était perçu dans deux petits pavillons d'architecture néoclassique bâtis sur les ancrages des câbles côté Cruseille. Très vite, la société concessionnaire se plaignit au gouvernement que la population locale déployait toutes sortes de ruses pour échapper au péage. On a souvent vu un voiturier chargé de tonneaux vides refuser de payer sous prétexte qu'il était avide. Le manque à gagner était d'autant plus sensible pour la société du Pont de la Caille que tous les services de l'État étaient exemptés de péage. Les estafettes et courriers du gouvernement, les postillons et les chevaux de poste au retour de leur service, les hauts fonctionnaires dans l'exercice de leurs charges, les troupes, les carabiniers et les employés des douanes en service, les transports de détenus escortés par les carabiniers. Après la réunion de la Savoie à la France, le Second Empire racheta le péage qui fut supprimé en 1869. La Réunion à la France fit aussi des us la frontière de la grande zone franche avec Genève. Le pont de la Caille devint alors un poste de douane et les habitants de Cruseille et d'Alloncier s'adonnèrent à une active contrebande. La douane resta au pont jusqu'en 1923, lorsque les dimensions de la zone furent considérablement réduites. Quant au pont lui-même, il donna lieu à d'inévitables travaux de maintenance. En 1844, on commença la réfection du platelage. On en profita pour remplacer progressivement les poutrelles en mélège par des poutrelles en chêne. En 1851, après la rupture de 3 de ces poutrelles, on fit l'expérience qu'il était difficile d'intervenir sous le tablier, faute d'une nacelle d'entretien pouvant circuler sur l'ouvrage. Et il fallut donc en créer une, qui existe toujours. Le principal défaut du pont Charles-Albert était son manque de contreventement et sa flexibilité. Il avait tendance à onduler au passage des véhicules, mais surtout il était très sensible au vent. On en fit l'expérience d'une matière dramatique lors de l'ouragan du 11 mars 1861. Ce jour-là, un médecin de Cruseille, le docteur Bouchet, venait tout juste de passer sur le pont, il allait à Alloncier, de passer sur le pont qui tanguait comme un bateau pris dans la tempête, lorsqu'une bourrasque d'une violence inouïe souleva le tablier qui fut projeté jusqu'à la hauteur du sommet des tours de la rive gauche, au point que la maçonnerie du couronnement de l'une d'elles, comme vous le voyez sur ce dessin de l'époque, le couronnement, donc la maçonnerie du couronnement de la tour, fut démolie par le soulèvement des câbles porteurs. Le pont retomba dans un fracas apocalyptique et de nombreuses suspentes se rompirent, ce qui entraîna la chute dans le vide d'une partie du tablier et du garde-corps. Mais les câbles porteurs avaient admirablement résisté. Le docteur Bouchet, qui avait eu beaucoup de chance, connut sans doute rétrospectivement la plus grande frayeur de sa vie. Pour éviter que le soulèvement du tablier se reproduise, on tendit sur chacun de ses côtés un câble fixé à la base des tours. Quelques années plus tard, en 1879, une galerie d'assainissement fut percée pour assécher les chambres d'amarre des
des câbles d'ancrage sur la rive gauche. Puis, de 1881 à 1886, le pont Charles-Albert fit l'objet de toute une série de travaux importants. On refit intégralement le système d'ancrage sur ces deux rives. Ensuite, on renforça les câbles porteurs. Pour ce faire, on les déposa tour à tour pour leur ajouter des fils de fer, dont le nombre fut ainsi porté de 154 à 270 par câble, ce qui porta leur diamètre à 65 mm. On en profita pour modifier le couronnement des tours. On y pratiqua de larges ouvertures pour donner un accès plus facile aux rouleaux supportant les câbles, au lieu des toutes petites ouvertures dans lesquelles passait chaque groupe de 4 câbles dans la conception initiale de l'ouvrage. Pour accéder à ces ouvertures, des escaliers métalliques furent établis, accrochés aux maçonneries des tours, le long desquelles ils s'enroulaient en spirale. Puis, toutes les suspentes furent changées. Elles étaient constituées de câbles à fils parallèles. On leur substitua des câbles à fils torsadés. Après quoi, les poutrelles en bois furent remplacées par des poutrelles métalliques et on fixa en diagonale sous le tablier des pièces de métal visant à le rigidifier. Dans le même but, les trottoirs et les garde-corps en bois furent remplacés par des trottoirs et des garde-corps métalliques. Consécration suprême, l'été 1896 vit le pont inspirer le peintre Cézanne qui séjournait alors à l'hôtel de l'Abbaye à Talloires, du moins s'il faut en croire cette aquarelle qui semble bien être de sa main. Entré ainsi dans la modernité de la peinture, le pont de la Caille, entièrement remis à neuf, semblait prêt à affronter le XXe siècle. Ce fut vrai jusqu'aux années 1920, lorsqu'on envisagea de relier Annecy et Saint-Julien par un tramway. Il s'avéra que le pont Charles-Albert ne pourrait pas faire face à ce nouveau défi. Dès 1900, une étude de consolidation du pont avait été faite dans une telle perspective. Sa conclusion avait donné l'avantage à la construction d'un nouveau pont qui serait à la fois routier et ferroviaire. La remise en cause de l'intérêt d'un chemin de fer d'intérêt local fit abandonner ce projet en faveur de celui d'un pont exclusivement routier. Comme un siècle plus tôt, le défi fut relevé et l'on décida de lancer sur la gorge un pont en béton d'une seule arche. Il fut construit de 1924 à 1928 par la Compagnie lyonnaise d'entreprises et de travaux d'art, selon les plans de l'ingénieur des ponts et chaussées Albert Cacot. Ce polytechnicien, né en 1881 à Vouziers dans les Ardennes, fut pendant un demi-siècle le plus grand de tous les ingénieurs français. Au cours de la Grande Guerre en 1915, il inventa les ballons captifs d'observation fuselés et équipés de stabilisateurs arrière pouvant affronter des vents de 125 km/h. Ils permirent à la France et à ses alliés d'avoir la maîtrise de l'air. Cacot fut nommé directeur technique de l'aviation militaire et un peu plus tard directeur général du ministère de l'Air. Il fut le créateur d'ouvrages très variés, comme le pont Lafayette à Paris, franchissant les voies ferrées de la gare de l'Est, et le pont ferroviaire de la Gennevière à Nantes. Il y a un petit air de parenté avec celui de la Caille, vous ne le trouvez pas?
Il a créé aussi la structure intérieure du Christ rédempteur du Corcovado à Rio de Janeiro, œuvre monumentale du sculpteur Paul Landowski. L'écluse du barrage de Donzère-Mondragon sur le Rhône, le barrage de la Girotte dans le Beaufortin, ou encore la soufflerie de l'Office national d'études et de recherche aérospatiale à Meudon, et à plus de 80 ans, il a créé l'usine marémotrice de la Rance, qui est restée la plus importante au monde jusqu'en 2011. À La Caille, Caco conçut un pont en béton frété, c'est-à-dire armé de ferraillages transversaux et non armé longitudinalement, selon un procédé inventé par Armand Considère, avec qui il s'était associé en 1912. Avec une ouverture de 140 mètres, le pont détient le record du monde de portée pour une arche. Cette arche fut construite sur un cintre en bois qui fut à lui seul une réalisation exceptionnelle. L'arche était encadrée par 2 pylônes creux en béton armé, hauts de 28 mètres. Le tablier, d'une longueur totale de 338 mètres, était composé de plusieurs éléments distincts. Sur la clé de l'arc, un remblai en béton creux. De part et d'autre de ce remblai et jusqu'au pylône, 2 poutres caissons reposant sur des piles édifiées sur l'extrado de l'arc. Au-delà des 2 pylônes et jusqu'au sol naturel, 2 viaducs d'accès. Puis, alors, on commença par la construction des 2 pylônes et de leur viaduc d'accès, comme vous le voyez ici. Puis on édifia sur les 2 pylônes les supports d'un pont suspendu provisoire destiné à porter le cintre sur lequel serait coulé le béton de l'arc. La réalisation de ce cintre fut impressionnante. À 150 mètres au-dessus du vide, on fixa aux suspentes du pont suspendu provisoire les poutres transversales sur lesquelles furent clouées les planches constituant l'intrado du cintre. Une fois le cintre achevé, on put couler le béton de l'arc, sur lequel on édifia les piles destinées à soutenir le tablier. Le pont fut soumis aux essais de charge le 9 janvier 1928. L'histoire ne dit pas s'il a plu pour augmenter le poids de la terre ou des graviers qui étaient dans les camions. Et le 22 août 1932, le pont fut inauguré par le sous-secrétaire d'État au tourisme, Gaston Gourdeau, précédemment sous-secrétaire d'État aux travaux publics. À partir de 1962, le nouveau pont commença à présenter des désordres. Décollement et éclatement du béton, mise à nu des armatures, apparition de fissures, désagrégation du béton des culées et des massifs de fondation. Ces défaillances n'étaient pas dues à la conception audacieuse et brillante de l'ouvrage, mais à la mauvaise qualité des bétons de l'époque et à leur mise en œuvre moins élaborée qu'aujourd'hui. Sous réserve d'être traitées à temps, ces défectuosités ne remettaient pas en cause la pérennité de l'ouvrage. Une première campagne de travaux eut lieu en 1964
pour couler sur le tablier une dalle et une chape d'étanchéité. Puis, de 1968 à 1970, c'est la photo que vous voyez là, on procéda à des travaux de ragréage sur les deux pylônes et sur l'extrado de l'arc. Devant la complexité des travaux de reprise à effectuer, il y eut un instant l'idée d'une reconstruction complète de l'ouvrage. Toutefois, après une étude très complète, les travaux reprirent, réalisés par l'entreprise Freycinet International Stup. Il s'agissait de réparer et de protéger les bétons après un sablage général par des injections et des mastiquages. Pour cela, on eut recours à des matériaux nouveaux comme la résine époxy ou la résine polyuréthane. Ainsi fut sauvé le pont en béton d'Albert Cacot. Le nouveau pont avait rendu inutile le pont Charles-Albert. Toutefois, ce dernier avait été conservé. Le Conseil général de la Haute-Savoie en avait pris la décision dans sa séance du 24 avril 1929. Il est vrai que ce vieux pont suspendu avait été remis à neuf dans les années 1880, lorsque tous ces éléments avaient été changés, à l'exception des câbles porteurs qui dataient toujours de 1838 et qui avaient été simplement renforcés. En 1960, le système d'ancrage par des câbles amarrés sous terre fut remplacé par un système de tirants d'acier noyés dans du béton. On repeignit tous les câbles et tous les éléments métalliques du tablier, dont le platelage fut refait à neuf. En 1973, il fallut reconstruire l'un des deux massifs cubiques qui faisaient fonction de tas de charge sur les ancrages de la rive droite. Deux de ces faces s'étaient écroulées. L'année suivante, on refit son pendant en installant à l'intérieur des toilettes publiques bien nécessaires en raison de la fréquentation du site toujours croissante. En 1977, les deux câbles latéraux de contreventement furent changés et l'on repeignit les escaliers des tours. En 1979, les câbles porteurs et les suspentes reçurent 3 couches de peinture au goudron, le massif d'ancrage de la rive gauche fut restauré et l'on y aménagea aussi des toilettes publiques. Enfin, des projecteurs illuminèrent désormais le pont durant la nuit. Après sablage et remise en peinture du garde-corps en 1981, le platelage fut de nouveau refait à neuf. En janvier 1985, par une température de -20°, le pont suspendu de Sully-sur-Loire s'effondra, ce qui déclencha une campagne nationale de contrôle des ponts suspendus. Il apparut alors que les câbles porteurs du pont Charles-Albert, après 150 ans de service, étaient fortement oxydés et que les fils de fer dont ils étaient composés présentaient de nombreuses ruptures. Le changement des câbles porteurs devint d'une urgente nécessité. En outre, la maçonnerie des tours était très dégradée. En 1990, des analyses complémentaires révélèrent que les tirants d'ancrage étaient constitués d'un acier qui avait mal vieilli et qui présentait de forts risques de rupture par basse température. C'est pourquoi le pont fut désormais fermé durant l'hiver. En accord avec sa politique de sauvegarde du patrimoine, le Conseil général de la Haute-Savoie
que présidait alors Bernard Pellarin, maire de Cruseilles, décida une rénovation totale du pont Charles-Albert. La maîtrise d'œuvre en fut confiée à la subdivision de l'équipement de Cruseilles. Dans un premier temps, de 1990 à 1991, les tours furent rejointoyées et chacune d'elles fut cerclée de 8 câbles précontraints. Vous voyez sur les tours horizontalement la trace de l'emplacement de ces câbles. Ensuite, en 1992, tous les éléments de suspension ont été changés, un travail peu courant, hautement spécialisé, qui a été confié à l'entreprise Baudin-Châteauneuf, dont la première intervention fut de changer les tirants d'ancrage, longues barres d'acier noyées dans du béton, et que la mauvaise qualité de l'acier avait rendu cassante par basse température. Vous vous rappelez que ces tirants avaient remplacé en 1960 les câbles qui, dans la conception initiale de l'ouvrage, allaient s'ancrer sous terre dans des chambres d'amarre. On procéda ensuite au changement des câbles porteurs, une opération spectaculaire. Il fallut commencer par réaliser au sommet des tours un nouveau système d'appui pour les nouveaux câbles par-dessus les rouleaux qui supportaient les anciens. Cette structure de béton fut surmontée d'une plaque d'acier sur laquelle une couche de téflon était destinée à recevoir les nouveaux câbles. Ceux-ci furent en acier torsadé et recouverts de 2 couches de fils galvanisés pour empêcher l'humidité de les pénétrer. En langage technique, des câbles toronnés clos. Leur diamètre était de 70 mm. Comme ils étaient beaucoup plus solides que les anciens, il n'y en eut plus que 6, 3 de chaque côté du pont, au lieu de 24 auparavant. Pour les mettre en place, ils furent hissés au sommet des tours de la rive gauche, le long des anciens câbles, puis une traille leur faisait franchir le pont jusqu'au tour de la rive droite. Il ne restait plus qu'à décrocher le pont des anciens câbles. Vous voyez les anciens câbles très nombreux et les 3 nouveaux câbles. Donc décrocher le pont des anciens câbles pour l'accrocher au nouveau. Ce fut l'opération de transfert de charge. Les 133 poutrelles qui supportent le tablier ont été reliées au nouveau câble par des suspentes provisoires équipées de vérins, en raccourcissant ces suspentes grâce à leurs vérins. Le tablier a été soulevé, ce qui l'a dégagé de ces anciennes suspentes qui ont pu être démontées. Les anciens câbles porteurs qui du coup ne portaient plus rien ont pu être déposés. On mit alors en place les suspentes définitives, puis toujours par le jeu des vérins des suspentes provisoires, ces dernières ont été rallongées et le pont est redescendu et la charge est passée sur les suspentes définitives. Il ne restait plus qu'à retirer les suspentes provisoires et faire de minutieux réglages de tension. Après une telle cure de rajeunissement, on aurait pu croire le pont Charles-Albert dispensé pour longtemps de nouveaux travaux, d'autant que son usage, réservé aux seuls piétons, lui garantissait un avenir paisible. Il n'en était rien, car son grand âge nécessite des soins constants. En 2007, la maçonnerie des tours a dû être rénovée pour un coût de 236 000 €. Tout l'ensemble a été sablé, les pierres défectueuses
certaines en calcaire, d'autres en molasse, ont été changées et tous les joints ont été refaits. À peine ce chantier du pont Charles-Albert était-il achevé que s'ouvrait l'important chantier de réfection totale du tablier du pont Cacaux. Un travail hors norme ayant nécessité la conception et la réalisation d'un matériel spécifique pour pouvoir intervenir sous le tablier et qui a entraîné une interruption totale de la circulation d'avril à décembre 2009, puis une circulation alternée d'avril à août 2010. Le coût de ces travaux réalisés par VSL, filiale de Bouygues Construction, a été de 6 millions d'euros. À son tour, alors, une somme à laquelle il convient d'ajouter le coût du chantier de mise en peinture de l'intégralité du pont. À son tour, le pont Charles-Albert devrait prochainement, ça devrait déjà être fait, mais ça n'a pas encore commencé, connaître une nouvelle cure de jouvence et de sécurisation pour près de 5 millions d'euros. Ces abords, où l'on trouve un office de tourisme, une boutique de souvenirs et produits locaux, ont fait l'objet d'un aménagement soigné, proposant un solarium, une aire de pique-nique avec bancs et tables, un sentier de promenade jalonné de panneaux d'information et conduisant à des passerelles qui offrent des points de vue vertigineux sur les ponts et sur la gorge des Us. La nuit, chacun des deux ponts est mis en valeur par un bel éclairage. Un troisième franchissement des Us a été ouvert à la circulation en décembre 2008. Le viaduc de l'autoroute A41 reliant Annecy à Genève, autoroute dénommée LIAN, liaison Annecy-Nord Express. Construit en amont des deux autres ponts, il est moins haut qu'eux, passant à 60 mètres seulement au-dessus de la rivière. Long de 360 mètres, c'est un viaduc métallique dont les 1740 tonnes reposent sur des piles en béton. Réalisé par Baudin-Châteauneuf, il soutient aisément la comparaison avec ses deux ancêtres, tant pour sa technologie que pour son esthétique. Dommage qu'on ne puisse pas aller le voir de près puisqu'il n'y a pas de route qui passe à ses pieds. Quant au vieux pont Charles-Albert et à son cadet le pont Cacaux, il constitue un pôle d'attraction touristique toujours autant prisé des nombreux voyageurs qui empruntent chaque jour la route entre Annecy et Genève. Je vous remercie de votre attention.